Dans cette vidéo, monsieur, vous évoquez deux marches insurrectionnelles. Est-ce que vous pouvez très rapidement nous donner la nature de la marche du 16 et la nature de la marche du 17, ce que vous citez dans la vidéo? Alors le 17, la marche du 17, c'était pour aller installer le directeur général de la RTI. Le 16, je crois, le 16, le directeur général de la RTI. La marche du 17, c'était le Premier ministre qui voulait rejoindre ses bureaux au plateau à la primature. Mais je précise que cette marche n'a pas eu lieu, la deuxième. D'accord. Et quand vous dites qu'il voulait rejoindre ses bureaux, il n'y avait pas déjà un Premier ministre dans ses bureaux? Le Premier ministre, certainement, je ne suis pas dans son esprit, mais je crois qu'il a pensé que le président de la République, le nouveau président de la République venant d'être élu, lui nommé Premier ministre, il fallait qu'il rejoigne les bureaux officiels de l'État de Côte d'Ivoire, la primature. Mais ma question, est-ce qu'il n'y avait pas un deuxième Premier ministre qui avait été nommé par l'autre président? Si, il y avait le Premier ministre nommé par le président Laurent Gbagbo. D'accord. Alors, dans cette vidéo, vous avez dressé la liste des morts FDS. Alors, pardon, je reprends. Donc, dans cette vidéo, vous notez le nombre de morts FDS au cours de cette marche du 16. 21 morts. Et puis, en réponse à une question du représentant de l'accusation, vous en dressez la liste. Je vais donner les références du transcrit. Transcrit real time du 28 septembre 2017, page 30-31. C'est pas ça. Monsieur, vous donnez le détail, mais ce qui m'intéresse, c'est les circonstances. Est-ce que vous pouvez nous donner les circonstances de la mort des FDS que vous avez cité le 28 septembre, si vous le pouvez? Je crois que concernant la marche, j'ai été assez clair. J'avais dit que dans la marche, il y avait 3 points. Il y avait la marche proprement dite, qui n'était pas du ressort du chef d'état-major des armées. L'encadrement de cette marche était fait par la police, la fatigue se fait un peu sentir, je m'excuse, par la police qui a fait une gestion autonome de cette marche. Donc, par conséquent, c'est la police qui peut donner le nombre de décès, les origines des morts, les sexes et autres. Alors, les 20 morts que vous annoncez, ça, c'est dans le rapport, le compte rendu final de la police, qui avait trouvé qu'il y avait près de 20 FDS décédés et autant de civils également décédés. Le point que je vous ai donné concernant le point oral, le compte rendu oral fait par Brendou quand il était arrivé à 18h à l'état-major. Donc, pour tout ce qui concerne la marche, ça, c'est de l'affaire de la police et pas l'affaire du chef d'état-major des armées. Alors, puisqu'il y a eu compte-rendu oral, est-ce que vous vous souvenez de ce qui a été dit? Et notamment, est-ce que vous vous souvenez si les FDS, militaires ou policiers, qui ont été tués à l'occasion de cette marche, l'ont été par des tirs à armes à feu? Oui, j'avais souligné qu'au niveau d'Abobo, il y avait 3 à 4 policiers qui ont été tués par des tirs à armes à feu.
il y avait 3 qui avaient été brûlés, calcinés dans leur maison. D'accord. Et si je comprends bien, il y a eu des tués parmi les FDS, pas seulement à Bobo au cours de cette marche, n'est-ce pas? Ça, c'est la police qui peut déterminer. Sinon, le nombre de décès qu'ils ont donné, effectivement, avoisine le nombre que vous donnez là. Mais c'est la police qui peut dire où est-ce qu'ils sont morts. Nous, ce que nous avons fait en tant que chef d'état-major des armées, nous avons repris les blessés militaires et nous avons fait le compte rendu à notre ministre de tutelle. D'accord. Et des blessés militaires, il y en avait à peu près combien? Les blessés militaires, déjà au niveau du Golfe, nous on avait dénombré 3. 3 qui étaient blessés. On avait eu 2 morts, 3 blessés. Et puis, je crois dans la zone de Makori également, on a dû avoir des blessés militaires. D'accord. Vous avez parlé il y a quelques instants de civils tués. Aviez-vous un moyen de savoir, de distinguer plutôt, parmi ces civils, ceux qui étaient des civils pris malencontreusement dans des échanges de tirs et ceux qui portaient des armes, qui pouvaient être considérés comme des assaillants? Est-ce que vous aviez un moyen de distinguer entre eux? Comme je vous l'ai souligné, c'est la police qui peut faire cette différence. Nous, en aucun moment, on a été en contact des marcheurs. Mais vous, quand vous mentionnez le mot civil, vous ne faites pas cette distinction-là. Non, quand nous mentionnons le mot civil, nous ne faisons pas cette distinction. Pour nous, un mort est égal à un mort. D'accord. Est-ce que vous aviez des informations qui tendaient à faire penser que la marche pourrait mal se passer? Oui, maître, nous avions donc eu des informations qui tendaient à faire croire que la marche allait mal se passer. C'est même pour cela que le chef d'état-major a instruit le porte-parole de l'armée à prendre la parole et surtout appeler l'attention de M. Choi, parce que nous pensions que M. Choi pouvait user de son influence pour parler aux 2 présidents, au président Laurent Gbagbo et au président Alassane Ouattara, afin que la marche n'ait pas lieu. Nous avons donc pris cette disposition. Malheureusement, nous n'avons pas été écoutés. D'accord. Aviez-vous des informations sur le fait que des hommes armés pourraient se cacher parmi les marcheurs? Oui, nous avons eu cette information des 2 côtés, puisque le LMP et le RHDP s'accusaient mutuellement concernant ceux qui étaient censés s'infiltrer avec des armes. Le RHDP disait que c'était des infiltrés libériens, les autres disaient que c'était des infiltrés des ex-forces nouvelles. Donc on a eu ces informations. D'accord. Alors, pour le dispositif, cette fois-ci, autour de l'hôtel du Golfe, le 16 décembre, vous nous avez donné ce dispositif de manière très précise. Et moi, je n'ai notamment côté Mputo et côté Marie-Thérèse. Vous vous souvenez de ça? C'est bien ça, maître. D'accord. Donc, ma question est très simple. Comme vous parlez à plusieurs reprises de peloton,
pour fixer les choses, un peloton, il y a combien de personnes, combien d'éléments dans un peloton? Alors, un peloton, c'est l'équivalent d'une section en infanterie. À l'arme blindée, il s'agit d'un peloton. À la gendarmerie, on parlera également de peloton. Alors, concernant l'arme blindée, vous avez 3 engins. 3 engins font un peloton. Vous avez par engin 3 personnes. Donc, en gros, ça fait 9 personnes. Mais dans le temps, nous avions ce que nous appelons des jeeps d'escouade qui pouvaient transporter des cavaliers. On les appelle les cavaliers portés pour suivre les véhicules, puisque le char, quand il bouge, il faut une sécurité tout autour. Donc, quand on voit les 3 engins du peloton, ça fait en gros oui, on atteint facilement 31 personnes. Sinon, un peloton, ça fait en gros 35 à 40 personnes. Merci. Alors, vous nous avez parlé aussi de la confrontation armée entre des éléments du dispositif et des soldats qui venaient du Golfe. À 9 h du matin, avez-vous dit. Aux environs de 9 h, pour être précis, avez-vous dit. Donc, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, le 16 décembre, votre dispositif de sécurisation a été attaqué par des soldats venus du Golfe, c'est ça? C'est bien ça, maître. Quel était leur objectif militaire? Alors, cela devait encadrer normalement les officiels qui étaient encore au Golfe. Donc, avant la sortie de ces officiels, ils sont sortis en éléments précurseurs. Et c'est là qu'ils ont eu à effectuer des tirs. Il s'en est suivi des échanges de tirs qui très vite se sont dégénérés en affrontement. D'accord. Est-ce que des contingents de l'ONU ont participé au combat? Oui, maître, pour ce qui nous a été donné de voir à la télévision après le combat, effectivement, des contingents de l'ONU ont pris part au combat. Mais on n'a pas vu un contingent entier, on a vu à la télévision en gros 5 personnes. Mais c'était des gens de l'ONU. L'ONU-ci, pardon. D'accord. Et pour que les choses soient claires, ils ont participé, ces gens de l'ONU-ci ont participé au combat de quel côté? Ils étaient... Alors, l'attaque a eu lieu du côté de Marie-Thérèse. C'est du côté de Marie-Thérèse. D'accord. Et eux, les gens de l'ONU-ci, étaient rangés côté Ouattara ou côté Gbagbo? Ils étaient rangés côté Force républicaine du Côte d'Ivoire. Pour le combat. Ouattara, pour le combat. Pardon. Vous voulez dire Ouattara, c'est ça? Non, je ne dis pas Ouattara. Moi, je parle des militaires entre eux. Si vous parlez de renforcer le dispositif, il n'y a que des militaires qui peuvent renforcer un dispositif militaire. Ils ne renforcent pas un président. D'accord. Alors, vous nous avez aussi parlé d'un échange téléphonique avec le général Palasset. Et je vais le citer. Ce sont les transcrits real-time du 28 septembre 2017, page 22. Ligne 4. Et c'est vous qui répondez à une question du représentant de l'accusation. Oui. Je me tourne vers l'interprète. OK. Oui. Après donc la confrontation du Golfe, j'ai reçu un coup de fil du général Palasset, me demandant de ne pas faire bouger mes hommes, de ne pas faire bouger les hommes, de rester sur place. Parce que généralement, après une confrontation, si vous voyez que vous prenez le dessus, mais les troupes progressent. Donc il m'a dit, vous restez sur place. Donc j'ai appelé le président pour lui faire le compte-rendu. Et le général Palasset a été clair. Il a dit, si jamais vous touchez au Golfe, considérez que vous entrez en guerre avec la France. Donc quand j'ai rendu compte de la situation au président, il m'a dit,
Ne bougez pas, restez sur place. Fin de citation. Alors, le général Palassé vous appelle quand à peu près dans la journée? Le général Palassé m'a appelé, je crois, 2 heures après les combats. D'ailleurs, nous n'envisageons même pas de faire mouvement, nous étions sur place. Donc quand il m'a appelé, il m'a dit, si vous touchez au Golfe, vous entrez en guerre avec la France. Ça, il a bien dit. Et j'ai appelé le président pour lui faire le compte-rendu. Il m'a dit, vous restez sur place, vous ne bougez pas. D'accord. À votre connaissance, il y avait des soldats français au Golfe, ce jour-là? Je ne peux vous le dire, mais je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y avait des soldats. Je ne pense pas qu'il y ait des soldats. Alors, on comprend bien de ce que vous dites que le général Palassé a peur que vous fassiez avancer vos troupes jusqu'au Golfe, c'est ça? C'est bien ça. Et pourquoi il a peur de ça? It cannot be an opinion. Monsieur MacDonald, Monsieur le Président, ça ne peut pas être une opinion. Et ce qu'il a expliqué, pourquoi il avait peur, ça ne peut pas être une opinion. Pourquoi il refusait que vous fassiez avancer vos hommes? Ben, je crois que, en ce moment, le général, je ne suis pas dans son esprit, mais je vais essayer de traduire un peu sa pensée. Certainement que le général pensait aux nouvelles autorités qui sont au Golfe, craignant qu'on allait attaquer le Golfe, donc nous en prendre à leur intégrité physique, alors que ce n'était pas notre intention. D'accord. Alors, on va passer à un autre point, monsieur. Alors, vous avez dit, transcrit français édité du 25 septembre 2017, page 14, lignes 6 à 9. Et je cite, « Pour ce qui était de mon cas, puisque nous étions dans le feu de l'action et compte tenu de l'urgence, je rendais compte à la fois au ministre de la Défense et au président de la République pour être sûr que les deux étaient au même niveau d'information. » Fin de citation. Alors, vous avez dit donc que vous rendiez compte au ministre de la Défense et au président, ce que vous dites là, mais dans les messages qui proviennent de vos services, que nous avons vus tout à l'heure. Vous vous souvenez, je vous ai montré des messages, et d'ailleurs le président est intervenu un moment, à propos de qui était en copie. Vous nous avez donc dit tout à l'heure qui étaient les récipiendaires. Sur ces documents, sauf erreur, on ne voit pas un service de la présidence. Est-ce que c'est juste? Oui, c'est juste. Donc ma question, la présidence n'était pas systématiquement mise en copie des messages que vous envoyiez au ministre de la Défense, c'est ça? C'est bien ça. En revanche, si je comprends bien, ce que vous avez dit et si je vois bien de quoi sont faits les messages, systématiquement, le ministre de la Défense était en copie de vos messages, c'est ça? C'est bien ça. D'accord. Quand l'un de vos messages
était envoyé à un service de la présidence. Quel était ce service? Alors, quand on envoie un message au service de la présidence, généralement, c'est au chef d'état-major particulier du président de la République. D'accord. Savez-vous si le chef d'état-major particulier du président de la République donnait à lire tout ce qu'il recevait au président? Je ne peux pas le savoir, maître. And I would say, of course not. Le président, je dirais bien sûr que non. Parfait. Alors on va passer à un autre point. Vous nous avez parlé, monsieur, à plusieurs reprises, de couvre-feu pendant la crise, après la réquisition. Par exemple, le couvre-feu du 18 au 20 février 2011. Vous vous souvenez de ça? Oui, maître. D'accord. Alors, vous nous avez expliqué, lors de votre témoignage, et c'est le transcrit français édité du 27 septembre 2017, page 6, ligne 10 à 14, et je vous cite, c'est une réponse à une question que vous pose le représentant d'accusation, et je cite, « Comme je l'ai souligné précédemment, en fait, c'est l'autorité militaire qui, au vu de la situation qui prévaut, propose au président de la République la prise de décréter un couvre-feu. Donc ce couvre-feu du 26 novembre, nous l'avons proposé parce qu'il y a déjà eu un fait antérieur qui a créé pas mal de blessés. À la suite, mais il me manque une ligne. Alors vous me pardonnez, je vais commencer ici. Il s'en est suivi une bagarre de rue qui a fait près de 20 blessés. Vous parlez de l'incident. Donc la période électorale s'approchant, les préparatifs de la période électorale s'approchant, nous avons donc proposé au président de la République qu'on prenne un décret pour permettre à ceux qui sont en train de mettre sur pied le matériel, qu'une fois le matériel disposé de nuit, les gens n'aillent pas saboter ce matériel. Donc c'est au vu du premier incident que nous avons proposé au président qu'on prenne un décret le 26 pour permettre à ceux qui sont commis à l'organisation de l'élection de se préparer sereinement pour que le lendemain, on puisse retrouver le matériel sur place pour le vote. Fin de citation. Fin de citation. Alors, donc, pour celui-là, qui concerne les élections, si je comprends bien, cette mesure a dû être discutée dans le cadre de la CCI, c'est-à-dire avec le général Bakayoko, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Dites-nous si ça n'a pas été, puisque c'était pour la sécurisation des élections. Ça n'a pas été discuté dans le cadre de la CCI. Pardon, du CCI. Du CCI, pardon. D'accord. Alors, je vous pose la question un peu autrement.
est-ce que pendant les élections, la question de la nécessité d'un couvre-feu comme mesure utile pour faire baisser la tension a été proposée par l'autorité militaire? Pendant les élections. Pendant les élections, oui. Je souhaiterais, maître, que vous puissiez préciser votre idée, parce qu'il y a les élections qui englobent la proclamation des résultats, le vote, donc je souhaiterais quand même savoir. Non, 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 non. On parle d'un... Excusez-moi une seconde. On parle d'un décret le 26 novembre 2010, donc juste avant le second tour, n'est-ce pas? Donc, première question, je vous ai demandé si ça avait été discuté dans le cadre de la CCI. Vous m'avez dit non. C'est clair. Deuxième question, est-ce que ça a été discuté comme une mesure utile, qui pourrait par exemple faire baisser la tension, par l'autorité militaire? Est-ce que c'est une proposition de l'autorité militaire, si vous voulez? Oui, ça a été une proposition de l'autorité militaire. Je voulais souligner, compte tenu du premier incident. Donc, nous, notre souci premier, c'est un souci sécuritaire. Nous avons voulu que la mise en place du matériel électoral se fasse dans de bonnes conditions. C'est pour cela que nous avons proposé au président de décréter un couvre-feu. Donc, nous ne faisons que proposer, libre au président de l'accepter comme de le refuser. D'accord. Et pour essayer de bien comprendre, est-ce que cette proposition, avant d'être soumise à l'autorité politique, est-ce qu'elle est débattue dans le cadre du CPCO? Oui, elle est bien débattue dans le cadre du CPCO. C'est le CPCO qui est un peu le maître d'œuvre de tout ce qui est manœuvre sur le terrain, donc qui propose au chef de l'état-major qu'un couvre-feu soit décrété. Et moi, j'en rends compte soit au ministre, soit j'en parle au président directement pour que ce soit décrété. Donc si je comprends bien ce que vous dites, le décret ne fait que valider tout un processus complexe de décision, c'est ça? C'est bien ça. D'accord. Monsieur le Président, je crois que lentement mais sûrement nous nous approchons du terme de l'audience. Of the questioning of the hearing. Président, de l'interrogatoire ou de l'audience? C'est juste une question. C'est en effet le cas. Vous allez passer à un autre sujet, c'est ce que vous laissez entendre. Et puis notre témoin est fatigué, je crois, comme il l'a dit il y a une demi-heure. Il me semble que le moment est opportun pour suspendre. Nous reprendrons demain à 9h30 et nous continuerons l'interrogatoire par la défense de M. Gbagbo. Cette audience est levée jusqu'à demain 9h30.